Pendant des décennies, on nous a appris que l'Afrique avait besoin d'être guidée, surveillée, corrigée. On nous a imposé des institutions, des monnaies, des doctrines économiques venues d'ailleurs, comme si ce continent de plus d'1 milliard d'âmes était incapable de penser par lui-même. Mais quelque chose a changé, quelque chose de profond, d'irréversible. Et ce changement ne vient pas des chancelleries européennes ni des couloirs feutrés de Washington. Il vient du Sahel. Il vient de ces terres que l'on croyait condamnées à la servitude permanente. Si tu es africain, si tu te soucies de l'avenir de ce continent, alors ce que tu vas entendre aujourd'hui te concerne directement. Abonne-toi à cette chaîne dès maintenant et active la cloche des notifications, parce que nous ne faisons pas ici du journalisme de salon. Nous parlons de souveraineté, de dignité, de survie collective. L'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est aujourd'hui bien plus qu'une simple organisation régionale. C'est un laboratoire politique, un espace d'expérimentation où se joue, concrètement, la question qui hante tout panafricaniste sérieux: est-il possible au XXIe siècle de construire une puissance africaine authentique, sans tutelle étrangère, sans béquille institutionnelle héritée de la colonisation? Le président burkinabé Ibrahim Traoré, qui préside actuellement la Confédération, a apporté des éléments de réponse clairs, précis et assumés. Décortiquons-les ensemble. La première priorité, celle qui structure tout le reste, c'est la question militaire. Non pas parce que la guerre est une fin en soi, mais parce qu'un peuple qui ne contrôle pas sa sécurité ne contrôle rien du tout. La force conjointe de l'AES est en cours de déploiement, avec des capacités propres, des ressources propres, une doctrine propre. L'objectif est limpide: pouvoir intervenir sur l'ensemble du territoire confédéral sans dépendre d'une quelconque puissance extérieure pour le carburant, la logistique ou la décision politique. C'est une rupture radicale avec la logique des anciennes forces dites de maintien de la paix, qui maintenaient surtout les intérêts de ceux qui les finançaient. Quand un État africain doit appeler Paris ou une force onusienne pour défendre son propre territoire, il n'est pas souverain, point final. Mais la souveraineté ne se limite pas aux frontières militaires. Elle commence aux frontières humaines, à ses postes de douane, à ses barrages routiers où des citoyens burkinabés, maliens ou nigériens sont harcelés, rançonnés, humiliés par des agents de leurs propres États. Traoré en parle sans détour, et c'est là l'une des choses les plus révolutionnaires de son discours. Il n'élude pas les contradictions internes, il les nomme. La corruption aux frontières, les tracasseries administratives, la désintégration réelle derrière les beaux discours d'intégration, tout cela est mis sur la table. Et la solution proposée n'est pas bureaucratique. Elle est structurelle. Les forces des 3 pays présentes dans chaque pays, dans les ambassades, aux frontières, avec une tolérance zéro pour les agents corrompus. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est une feuille de route. Parlons maintenant de ce qui a fait le tour des réseaux sociaux africains ces dernières semaines. Le Parlement européen a adopté une résolution réclamant la libération de l'ancien président nigérien, Mohamed Bazoum. La réponse de l'Alliance des États du Sahel a été sans ambiguïté, et elle mérite d'être analysée au-delà de la provocation apparente. Quand Traoré demande publiquement si Bazoum appartient au Niger ou à l'Union européenne, il ne fait pas que lancer une pique diplomatique. Il soulève une question de fond qui dérange profondément. Pourquoi le Parlement européen se sent-il investi d'un droit de regard sur la politique intérieure d'États africains souverains? Aucun Parlement africain n'a jamais adopté de résolution sur les prisonniers politiques en France, en Belgique ou aux Pays-Bas. L'asymétrie est totale, et elle révèle la persistance d'un imaginaire colonial où l'Afrique reste un espace sous tutelle, où les décisions importantes se prennent ailleurs. Ce que l'AES est en train de construire avec toutes ses imperfections et tous ses défis, c'est précisément une réponse institutionnelle à cette asymétrie. En parlant d'une seule voix sur la scène internationale, en refusant que le bilatéralisme de l'un des 3 pays ne compromette les intérêts de la Confédération, les dirigeants sahéliens posent les bases d'une diplomatie africaine qui ne soit plus une succession de compromis imposés de l'extérieur. La question du cheval de Troie diplomatique, évoquée explicitement par Traoré, montre une maturité politique rare. Il sait que la pénétration étrangère ne passe plus nécessairement par les canons, mais par les accords bilatéraux habillés en coopération technique ou en aide au développement. Il y a ensuite la bataille idéologique, celle que l'on sous-estime toujours parce qu'elle est invisible, lente et qu'elle se joue dans les esprits avant de se manifester dans les corps. Le terrorisme au Sahel n'est pas qu'un phénomène sécuritaire.
C'est d'abord une guerre des récits. Des jeunes Africains, souvent déscolarisés, économiquement marginalisés, spirituellement en quête, sont capturés par un discours qui leur offre une identité, une mission, une promesse de sens. Et ce discours est fabriqué, instrumentalisé par des acteurs qui n'ont rien de religieux dans leur motivation profonde. Les chefs terroristes vivent dans le luxe pendant que leurs recrues meurent dans le désert. Leurs familles sont à l'abri, leurs fortunes placées ailleurs, et leurs commanditaires ont des noms et des adresses dans des capitales qui se disent civilisées. Face à cette réalité, la réponse militaire seule est insuffisante. Traoré le dit avec une franchise qui tranche avec le langage diplomatique habituel, on ne peut pas détruire une base terroriste sans y trouver des livres d'enseignement religieux. Le combat contre l'extrémisme est aussi un combat pour la réappropriation du discours spirituel. Il faut produire un contre-récit, le diffuser massivement, former des prédicateurs, créer un corpus documentaire commun à travers lequel les communautés pourront démanteler elles-mêmes la propagande mortifère. C'est un chantier titanesque, mais c'est le seul chemin crédible vers une paix durable. Et au-dessus de tout cela plane la question énergétique, mère de toutes les batailles économiques. La tension dans le détroit d'Ormuz, les soubresauts géopolitiques au Moyen-Orient, tout cela se traduit immédiatement par une hausse des prix du baril, une pression sur les subventions étatiques, une inflation rampante sur les produits de base. Le Burkina Faso subventionne massivement le carburant pour protéger les populations, mais cette politique a un coût que seules les ressources naturelles propres permettent de financer. C'est ici que le paradoxe africain apparaît dans toute sa cruauté. Le Niger extrait du pétrole, mais la région importe des produits pétroliers raffinés. L'Afrique exporte de l'uranium et des millions d'Africains vivent sans électricité fiable. On extrait l'or et les économies locales restent exsangues. La solution avancée par l'AES n'est pas théorique, elle est pragmatique. Construire de grandes raffineries sur le sol africain, traiter les ressources sur place, créer de la valeur ajoutée localement, cesser d'être les fournisseurs de matières premières d'industries étrangères qui nous revendent ensuite des produits finis à prix d'or. Ce n'est pas du nationalisme économique primaire, c'est du bon sens continental. Chaque tonne d'uranium traité en Europe plutôt qu'en Afrique est une soustraction nette de richesse du continent. Chaque baril exporté brut est une abdication de souveraineté économique. Ce que l'AES incarne aujourd'hui, avec ses contradictions, ses obstacles immenses, ses ennemis nombreux à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est peut-être la tentative la plus sérieuse depuis les indépendances de construire quelque chose qui ressemble à une souveraineté africaine réelle, pas parfaite, pas idéale, mais réelle, ancrée dans des décisions concrètes, dans une volonté politique affichée, dans un refus assumé de la dépendance structurelle. La vérité que les médias dominants ne veulent pas dire, c'est que l'Afrique n'a jamais manqué de ressources. Elle a manqué de dirigeants qui avaient le courage politique de refuser les règles du jeu fixées par d'autres. Et chaque fois que ce courage a émergé, Lumumba, Sankara, Nkrumah, il a été écrasé avec une violence qui dit tout de ce que ces ressources représentent pour ceux qui en profitent. La bataille est donc aussi mémorielle. Il faut que les jeunes Africains sachent pourquoi Sankara est mort. Il faut qu'ils comprennent pourquoi le Congo est pauvre malgré ses richesses inouïes. Il faut qu'ils fassent le lien entre ce passé de prédation systématisée et le présent de dépendance organisée. L'alliance des États du Sahel n'est pas une solution miracle, mais elle est un signal. Elle dit à l'Afrique entière qu'une autre posture est possible, que l'on peut dire non, que l'on peut construire différemment, que la dignité n'est pas incompatible avec la gouvernance. Et ce signal, aussi imparfait soit-il, mérite d'être entendu, analysé, débattu par tous ceux qui se soucient genuinement de l'avenir du continent. Alors à toi qui regardes cette vidéo jusqu'au bout, je te pose deux questions simples et exigeantes. Crois-tu que l'Afrique peut bâtir sa propre puissance sur des bases qui lui appartiennent vraiment? Et es-tu prêt à contribuer, même modestement, à la diffusion de ces idées autour de toi? Si oui, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, partage-la sur WhatsApp, Telegram, Facebook, et laisse ton commentaire ci-dessous, parce que la conscience africaine ne se construit pas dans le silence. Elle se construit dans l'échange, dans la confrontation des idées, dans la solidarité des esprits éveillés. L'Afrique se lève, et cette fois-ci, elle ne demande la permission à personne.